Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la cybersécurité et l'humain. Je suis, Alice Marane, je fais partie de l'équipe projet Dynamique, et c'est Florent Potier du CATI qui va vous présenter le sujet du jour. Je vais prendre quelques minutes en ce début de webinaire pour vous présenter le projet et ensuite je laisserai la parole à Florent, pour le sujet du jour. Donc Dynamique, c'est quoi? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous, le but, c'est de favoriser l'appropriation des technologies numériques avancées par les entreprises manufacturières et les autorités publiques de la Nouvelle-Aquitaine. On a un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et la région et nous sommes focalisés sur 4 nœuds d'innovation qui sont l'intelligence artificielle, la robotique, les process agiles et l'interface homme-machine, les jumeaux numériques, les systèmes intelligents et l'internet des objets. Donc vous voyez, on est sur, de nombreux sujets. Donc nous sommes un consortium de 13 partenaires, donc vous voyez les noms affichés ici sur cette slide. Nous avons également des partenaires associés qui sont listés en bas de la slide comme vous pouvez le voir et comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes cofinancés par, l'Europe et la région. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment répartis sur, tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un consortium qui est formé d'organismes de formation, de centres de transfert, de centres de recherche, voilà, des acteurs, de haut niveau d'innovation. Et je suis sûre que vous reconnaissez un ou plusieurs, noms qui s'affichent, sur cette slide. Alors, le parcours d'accompagnement des entreprises au sein du projet, donc vraiment le point d'entrée pour vous accompagner, c'est une évaluation personnalisée gratuite de la maturité digitale de votre entreprise. C'est réalisé par des experts dans votre entreprise et c'est gratuit et en sortie de cette évaluation, on réalise un bilan confidentiel de préconisation de services pour vous accompagner dans votre projet. L'idée de l'évaluation, c'est vraiment de faire émerger le projet. Vous n'avez pas besoin de venir avec déjà, quelque chose en tête. On a, plein de questions, à vous poser pour essayer de trouver, là où on peut vous apporter de la valeur. Et les préconisations de services ensuite, c'est vous qui décidez ou non de les mettre en place, avec nous. On déploie les services et puis on vérifie que tout va bien, en sortie du process. Voilà comment nous on fonctionne. N'hésitez pas à vous rapprocher, de moi ou de Lucia Marta si vous avez, des questions. Je serai très, contente d'y répondre. Donc juste pour vous montrer comment sont constitués, nos services qui sont complètement, complémentaires. Donc nous, on a, 4 grandes familles de services qui sont la formation, le test expérimentation, la mise en relation et l'accompagnement à la recherche de financement. Ils ont été pensés pour être complémentaires et dans le bilan de préconisation qu'on vous donne à la suite de l'évaluation, on fait des préconisations sur un ou plusieurs de ces, grandes parties, de services. Voilà, ils sont réalisés par des acteurs de haut niveau et l'objectif, c'est d'aller sur du service complètement innovant avec une haute, valeur ajoutée. Voilà pour la petite présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions. Je vous laisse, avec, Florent. Alors n'hésitez pas pendant le webinaire à laisser vos questions dans le fil de discussion. Je les restituerai à Florent en fin de sa présentation. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire. OK, merci Alice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord, me présenter. Donc je m'appelle Florent Potier, j'ai 51 ans et je suis ingénieur de recherche en développement dans le domaine, des facteurs humains au CATI depuis 8 ans. Le CATI, c'est le Centre aquitain de transfert de l'information et électronique. C'est une association à but, non lucratif, qui fait en fait du transfert, technologique, pour les PME et les ETI en Nouvelle-Aquitaine. Euh, Moi, personnellement, pour terminer sur le CATI dispose de 3 pôles de compétences. Donc, un pôle qui est plus axé sur l'intelligence artificielle, un pôle axé sur l'électronique et le pôle plus axé sur le facteur humain qui s'appelle système centré sur l'humain. Pour ma part, je suis donc ingénieur dans cette équipe. Je suis plutôt spécialiste dans l'analyse des données comportementales et physiologiques, même si je traite divers sujets facteurs humains par ailleurs. Alors, auparavant, ça c'est ma deuxième vie professionnelle, donc j'ai commencé il y a 8 ans. Auparavant, j'étais statisticien dans la banque, dans plusieurs banques pendant 20 ans. Euh, alors, il y a peut-être un lien quand même, c'est que dans mon passé de statisticien, je faisais aussi de l'analyse de données comportementales. Moi, c'était des données
comportementale bancaire. Donc, par exemple, j'allais analyser les personnes qui étaient appétentes à des crédits ou les personnes qui avaient des risques de ne pas pouvoir rembourser leur crédit. Donc voilà. Pour le sujet donc, dont je vais vous parler, la cybersécurité et les facteurs humains. En fait, ce sujet, il émane de nos échanges réguliers avec les PME. La cybersécurité a vite émergé comme une problématique majeure à adresser. C'est pourquoi nous travaillons activement sur le sujet. Et dans cette présentation, je vais vous faire une synthèse de la revue de littérature que j'ai faite sur le sujet de l'ingénierie sociale. Voilà. Alors, de quoi je vais parler pendant cette présentation? D'abord, je vais vous montrer quelques chiffres clés de la cybersécurité, un peu inquiétants. Je pense que vous en connaissez quelques-uns. Ensuite, je vous parlerai des comportements à risque qu'on peut trouver au sein des organisations. Et ensuite, par la suite, je vous ferai le focus sur l'ingénierie sociale. Donc, par exemple, là, je parlerai de la définition des stratégies d'attaque. Je vous parlerai d'un modèle aussi de persuasion qui a beaucoup été utilisé dans les publications que j'ai lues. Et enfin, je vous parlerai aussi des principaux facteurs explicatifs de vulnérabilité qui ont été identifiés. Et enfin, je ferai un petit récapitulatif des recommandations, actions qui ont été formulées dans les publications. Alors pour commencer, ici, quelques chiffres très significatifs qui donnent un peu la mesure du problème de la cybersécurité. On a plus d'une entreprise sur deux qui est attaquée. Ça, c'était en 2021, je crois, ces chiffres. En moyenne, pour les PME, elles perdent plus d'un quart de leur chiffre d'affaires pour des attaques. Et le coût médian d'une attaque, c'est 50 000 euros. En ce qui concerne le phishing, donc qui nous intéresse plus dans le cas présent, c'est une méthode de manipulation des utilisateurs pour leur faire divulguer, par exemple, des informations sensibles ou leur soutirer de l'argent, leur faire divulguer des codes d'accès. On a un x4 durant le début du confinement. Alors, c'était un contexte un peu spécial. Il y avait davantage d'informations qui passaient en ligne, des nouvelles plateformes qui étaient utilisées, qui avaient aussi présenté certaines vulnérabilités techniques. Et côté individu, il y avait aussi une vulnérabilité accrue qui était due au stress et à l'anxiété qui était liée au Covid. Donc pendant cette période, on a quand même près d'un télétravailleur sur deux qui a été piégé par le phishing. Et ce qu'on voit aussi sur la deuxième infographie, c'est que le phishing ou le spear phishing, que je vous expliquerai un peu après, ça représente vraiment de loin le type d'attaque la plus fréquente. Alors, concernant les comportements à risque qu'on peut trouver en entreprise, donc Van Leroy, qui a fait une étude là-dessus, a identifié 3 types de comportements à risque au sein d'une entreprise, selon 2 critères qui sont l'intentionnalité et la gravité. Donc, on distingue les comportements à risque qui ne sont pas intentionnels, ça correspond à l'ingénierie sociale, c'est les personnes qui se font manipuler pour obtenir des informations confidentielles, par exemple. On retrouve le même risque chez les particuliers. On a également des comportements à risque qui sont intentionnels mais sans gravité et qui sont souvent liés en fait à la culture de l'entreprise qui, si elle n'est pas suffisamment claire et engageante, risque de provoquer des comportements de contournement de la règle de la part des salariés ou des comportements adaptatifs. Et il se peut aussi que la culture soit plutôt axée sur le contrôle et de la méfiance. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir des salariés qui seront peu respectueux de l'organisation et des process. Et enfin, le troisième type de comportement, c'est le comportement intentionnel malveillant. Et là, on est plus sur de la menace d'initié, du vol de propriété intellectuelle ou des tentatives de sabotage du réseau de l'organisation. Alors, nous, dans cette étude-là, on va plus se focaliser sur les comportements non intentionnels, des manipulations par des attaquants. Alors, la définition de l'ingénierie sociale, c'est des
des types d'attaques qui vont essayer d'exploiter les faiblesses psychologiques humaines, qui vont tenter de persuader un individu à agir selon un scénario. On a plusieurs formes d'ingénierie sociale, j'en ai cité quelques-unes ici. Donc on a le phishing, on dit aussi hameçonnage, et le smishing, qui est un peu la même chose, mais on reçoit les messages par SMS. Donc ça, ce sont des moyens de traiter les utilisateurs en ligne et par téléphone pour leur faire divulguer des informations sensibles, de l'argent, etc. Les spams, c'est du courriel indésirable. Ce sont des communications qui ne sont pas sollicitées et envoyées en masse via un système de messagerie électronique. Le spear phishing, donc c'est le même principe que le phishing, sauf que le phishing, le principe, c'est d'envoyer en masse des courriels sur des adresses email un peu tirées au hasard. Alors que le spear phishing, là, on va cibler, l'attaquant va cibler des groupes ou des individus spécifiques. Donc, comment il va faire? Il va aller, par exemple, sur les réseaux sociaux pour se renseigner, pour collecter des informations sur les cibles. Et ainsi, il va pouvoir personnaliser les courriers d'hameçonnage et les rendre plus réalistes et donc plus susceptibles d'être pris au sérieux. Les sac puppets qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est des personnes malveillantes qui vont créer un pseudonyme qui va s'accompagner ou non d'un avatar. Et cette identité supplémentaire va lui permettre de se faire passer pour un utilisateur complètement différent et essayer de manipuler ou d'influencer d'autres utilisateurs. On peut aussi parler de l'ingénierie sociale inversée. Là, c'est l'attaquant qui va amener la victime à le contacter en premier, sous un prétexte quelconque. Je ne sais pas, moi, par exemple, il propose d'aide technique. Et il va ainsi établir un lien de confiance avec, l'attaquant, avec la victime, pardon, et la rendre encline à réaliser des actions qui vont être préjudiciables. Alors, en contexte l'ingénierie sociale, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que considère que l'ingénierie sociale, c'est souvent le prélude à des attaques qui sont beaucoup plus sophistiquées et dévastatrices. Par exemple, l'attaquant vise à s'attaquer au réseau de l'entreprise, à bloquer l'activité d'une entreprise, à accéder à des informations stratégiques qui vont avoir des répercussions très importantes. Les recherches jusqu'à maintenant, les recherches en ingénierie sociale se sont principalement basées sur la compréhension, la détection des attaques, mais d'un point de vue technologique. On dit souvent que le facteur humain est le point faible du dispositif de sécurité, de cybersécurité. Mais aussi, on oublie de dire que quand on a conçu les systèmes de sécurité, on n'a pas pris en compte le facteur humain. Donc, la conception du système peut être également aussi à blâmer. La recherche sur la cybersécurité, pardon, du point de vue facteur humain, a été très peu abordée dans la littérature. C'est un domaine de recherche qui n'est pas mature. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le succès des attaques d'ingénierie sociale est inversement lié à leur prévalence. C'est-à-dire que quand on a des défenses qui sont très efficaces pour détecter et filtrer des cyberattaques, les attaques restantes ont plus de chances d'aboutir. Et enfin, dans la recherche, on fait face à des difficultés éthiques, bien sûr, puisque ça implique de manipuler des participants. Si ce n'est pas bien encadré, ça peut générer des traumatismes. Par exemple, si on fait des tests en entreprise, les employés qui sont victimes des attaques par test peuvent développer des sentiments de malaise, des pertes de confiance en soi, et puis aussi de la méfiance à l'égard de leurs supérieurs. Donc, c'est un sujet assez difficile à engager pour les chercheurs. Et on a aussi un problème de représentativité des populations à étudier dans la recherche, parce qu'on constate que la population qui a été le plus étudiée, c'était la population des étudiants. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les étudiants sont plus accessibles, plus faciles à interroger.
et les coûts sont moindres, donc c'est une cible plus facile. Là, maintenant, je vais vous parler un peu des stratégies d'attaque d'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, ça repose sur le principe de détournement amygdalien, ou on dit aussi piratage du cerveau de l'utilisateur. Donc, l'amygdale, c'est une structure du cerveau qui va jouer un rôle essentiel dans le traitement des émotions. Quand elle est stimulée et qu'elle entraîne une émotion forte, l'activité du cortex préfrontal est réduite. Dans l'activité du cortex préfrontal, entre autres, concerne le contrôle conscient du raisonnement, la pensée critique et la prise de décision. Donc, ça va entraîner une réponse, une réaction impulsive, excessive à une situation. Par exemple, si on prend un exemple, pendant la période liée à la Covid-19, les personnes qui étaient terrifiées à l'idée d'attraper le virus n'hésitaient pas à cliquer sur des liens qui prétendaient les conduire à un site web sur lequel elles pouvaient trouver des masques de haute qualité à des prix abordables. Et un attaquant pouvait facilement mettre en place un faux site web de commerce électronique qui infecterait les ordinateurs des victimes avec un logiciel malveillant. Et dans ce scénario, l'attaquant va créer un puissant sentiment d'excitation qui va déclencher une réaction automatique en raison de la peur ressentie par la victime. Donc, dans le tableau que vous voyez là, on a différentes stratégies d'influence qui sont liées à des messages, à des motivations humaines profondes. Par exemple, aimer, liker, c'est lié au fait que les individus préfèrent s'adresser à des personnes qu'ils pensent connaître ou apprécier, à des personnes qui leur ressemblent, qui leur sont familières et qui les attirent. L'autorité, la société apprend aux gens à ne pas remettre en question l'autorité, de sorte qu'ils sont conditionnés à y répondre. Les gens suivent, par exemple, généralement un expert ou un semblant d'autorité. La preuve sociale. Donc, les gens ont tendance à imiter ce que la majorité des gens font. Donc, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de leviers comme ça qui vont utiliser des motivations profondes humaines. Excusez-moi. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un modèle de persuasion qui s'appelle le modèle ELM, c'est probabilité d'élaboration, qui a été fait par Petit et Cacioppo en 1986, donc il est assez relativement ancien. À l'origine, il a été conçu pour évaluer la capacité de persuasion des messages publicitaires. Et dans plusieurs publications que j'ai lues, il a été adapté à la problématique de la cybersécurité. Alors, c'est un modèle qui va distinguer deux façons dont les individus vont traiter l'information et qui peuvent générer un changement d'attitude ou de comportement à l'égard d'un message particulier, ici d'un message persuasif. Et il va apporter un éclairage en fait, sur la façon dont les stratégies d'attaque et les facteurs de vulnérabilité vont impacter la persuasion. Donc, dans ce modèle, en fait, on a deux types de traitement de l'information que vous voyez là. On a un système central qui correspond à un examen minutieux du message. Par exemple, quand les individus vont s'engager dans le traitement central de l'information d'un courriel d'hameçonnage, par exemple, ils vont s'engager dans deux sous-processus connus, qui sont l'attention et l'élaboration. Alors, le degré d'attention, ça va correspondre à la concentration mentale qu'elle va accorder sur des éléments spécifiques du message. Et le processus d'élaboration qui va en résulter, ça va être lorsque les individus vont établir des liens entre ces éléments et leurs connaissances et expériences antérieures. Donc, cette route centrale, en fait, correspond à une implication forte du traitement du message, avec donc un fort examen minutieux, une forte attention portée sur le message et une forte élaboration. Et aussi va impliquer peut-être une vulnérabilité moindre vis-à-vis de la susceptibilité d'être trompé. Alors qu'on a le système périphérique
lui qui ne tient pas compte de tous les éléments du message et qui va s'appuyer plutôt sur des indices simples de type émotionnel, qui peut être par exemple l'attractivité de la source, la sincérité perçue, la crédibilité, pour prendre une décision concernant la véracité du message. Euh, voilà. Comment le passage par telle route ou par une route ou l'autre par quels critères il va être déterminé. En fait, ce que dit le modèle, c'est que il y a trois éléments qui vont principalement faire que l'individu passe par la route périphérique ou la route centrale. C'est le contexte persuasif, c'est le type de stratégie d'attaque, hein. Ça va être aussi la motivation qu'il a à traiter le message, qui va être, par exemple, influencée par ses besoins de comprendre, de connaissance, par la pertinence qu'il a par rapport au message, la pertinence du message, pardon, par rapport à son goût, et aussi sa capacité à traiter le message, qui vont dépendre, par exemple, de la complexité du message, de la pression du temps et de la distraction. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Euh, alors, maintenant, je vais vous parler des différents facteurs de vulnérabilité qui ont été cités dans la littérature. Donc, je les ai classés un peu par thème. Donc ici, je vais vous parler des facteurs cognitifs. C'est un domaine encore qui est assez récent, qui a été récemment étudié dans le domaine de la cybersécurité, donc qui demande encore à être étudié et davantage validé. Donc, les facteurs cognitifs, enfin déjà, cognitifs, c'est les capacités de notre cerveau qui vont nous permettre d'être en interaction avec notre environnement. Et donc, on a trois facteurs qui ont été identifiés. Donc, la charge cognitive, c'est en fait la quantité de ressources cognitives, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information, qui vont être investies par un individu lors de la réalisation d'une tâche. Et si on a une charge cognitive qui est importante, ça peut réduire considérablement la capacité de l'utilisateur à détecter des indices malveillants. Donc, j'ai donné un exemple ici, c'est assez typique, c'est que quand on a beaucoup d'emails à traiter, un volume important, on aura une probabilité plus forte on sera plus vulnérable. Un deuxième facteur identifié, c'est le stress aigu, hein. C'est un stress ponctuel qui peut influencer l'attention de manière aussi bien bénéfique que préjudiciable. Alors, bénéfique, oui, parce qu'il peut focaliser l'attention et donc concentrer les efforts sur une tâche. Et préjudiciable, donc là, ça peut générer un effet de tunnel ascensionnel, c'est-à-dire que l'attention va être focalisée sur les aspects pertinents qui sont liés au stress, à cause du stress, mais on sera moins sensible à d'autres informations périphériques, comme par exemple, si on lit le contenu d'un email, on ne fera peut-être pas attention à des indices périphériques comme une adresse mail suspecte. Et deuxième point, c'est qu'il est aussi reconnu que le stress peut, dans certains cas, altérer la prise de décision rationnelle. Un troisième critère aussi qui a été identifié, c'est vis-à-vis de la vigilance et la mémoire à court terme. On a trouvé Fourquette, dans une publication, on trouvait des associations positives entre la détection d'hameçonnage et des mesures de vigilance et de mémoire à court terme. Donc la vigilance, ici, c'est la capacité du sujet à détecter des signaux rares et imprévisibles sur des périodes prolongées. Et la mémoire à court terme, ça va se refléter dans notre capacité à maintenir des petites quantités d'informations dans la conscience immédiate pendant une courte période. Et donc, plus notre vigilance et notre mémoire à court terme sera importante, efficace, meilleure sera notre capacité à détecter de l'hameçonnage. Bon, cependant, ce point mérite d'être approfondi, puisque pour l'instant, j'ai trouvé qu'une seule publication qui le citait. Alors, ici, on a des facteurs un peu plus long terme, hein,
Le premier qui a été beaucoup traité dans la littérature, c'est la personnalité. Souvent, d'ailleurs, dans les publications, les auteurs ont utilisé le Big Five. C'est un test, en fait, qui va établir un test de personnalité qui va donner des indices selon 5 critères pour une personne, des indices de personnalité. Donc, ces indices, en fait, c'est les suivants. On a l'ouverture à l'expérience, qui correspond à la volonté d'expérimenter des nouvelles choses. La conscience professionnelle, qui va favoriser les normes, faire preuve de maîtrise de soi, d'autodiscipline et de compétences. L'extraversion, c'est le fait d'être plus convivial, interactif avec plus de monde. L'agréabilité, qui est liée à la confiance, a tendance à faire confiance, à être coopératif et désireux d'aider les autres, et aussi croire à la réciprocité. Et enfin, la dernière, c'est le névrosisme. Là, on est plus sur une tendance à ressentir des éléments négatifs, de la culpabilité, le dégoût, la colère, et la peur et la tristesse. Donc, on va justement donner des indices sur chaque critère pour évaluer la personnalité d'une personne. Et on va regarder la prévalence des indices les plus importants pour cette personne. Donc, les auteurs ont croisé ce critère avec la vulnérabilité devant des attaques, l'ingénierie sociale. Et on a des résultats qui sont pas toujours concordants, qui sont un peu contrastés des fois. Et c'est là qu'en fait, ça dépend d'autres éléments de contexte. Par exemple, quel est le type d'attaque qui est engagé, quel est l'âge aussi, et le genre de l'utilisateur. Donc, il y a d'autres critères à prendre en compte pour avoir des résultats plus significatifs. Donc, si on regarde un peu les résultats que je vous ai indiqués, par exemple, l'ouverture, le fait d'aimer expérimenter de nouvelles choses, ça va réduire. Des auteurs ont trouvé que ça réduisait la vulnérabilité de l'ingénierie sociale, parce que en général, ces utilisateurs sont plus éduqués au numérique, donc ils détectent plus facilement des attaques. Mais ils sont aussi plus susceptibles de violer des protocoles de cybersécurité. Concernant ceux qui ont une forte conscience professionnelle, en général, c'est des individus qui sont moins impulsifs, donc ils vont mieux gérer les messages de phishing. Mais en revanche, ils sont plus vulnérables à certains types d'attaques qui répondent aux principes d'autorité, de réciprocité, d'engagement et de cohérence, en particulier donc lorsque les engagements sont rendus publics. Concernant l'extraversion, là, en général, ces personnes sont plus vulnérables aux attaques, simplement parce que par exemple, elles sont plus susceptibles aux phénomènes d'excitation, phénomènes de rareté qui vont provoquer de l'excitation dans les emails d'attaque. Et le critère d'agréabilité est également très vulnérable. Ça, c'est assez unanime dans les différentes publications que j'ai lues. Puisque en fait, elles font facilement confiance, et elles croient également au principe de réciprocité. Donc, il y a beaucoup d'attaques qui utilisent ces principes-là. Donc, les personnes qui ont une forte agréabilité ont tendance à faire confiance, à diminuer, avoir un risque perçu faible, et donc avoir une mauvaise performance dans leurs décisions. Et enfin, la personnalité a tendance, on va dire, majoritairement névrotique, pardon. Ça va indiquer qu'en général, l'utilisateur sera moins sensible à la plupart des attaques d'ingénierie sociale. Mais ce qu'il a été indiqué aussi, c'est qu'il aura plutôt tendance, lui aussi, à avoir une mauvaise décision dans le jugement de décider si c'est un email sain ou un email frauduleux. Tout simplement parce qu'ils vont considérer à tort des messages sains comme malveillants.
Deuxième type de facteurs de vulnérabilité, qui sont l'expérience et la connaissance. Donc ça, c'est des facteurs qui sont aussi très significatifs, hein, pour expliquer la vulnérabilité. Alors, les chercheurs ont trouvé que souvent, c'était la combinaison de connaissances et d'expériences qui améliorait vraiment à diminuer la susceptibilité d'être victime de messages de cyberattaque par ingénierie sociale. Et ils ont constaté également que des connaissances en matière de cybersécurité et d'expérience du web rendaient les utilisateurs moins susceptibles d'être trompés. Et également que l'effet d'interaction des connaissances conceptuelles et procédurales avait un impact positif sur l'auto-efficacité. Donc l'auto-efficacité, c'est la capacité à gérer des événements inattendus. Donc ça va renforcer leur comportement d'évitement face à la menace du phishing. Alors il y a quand même un point d'attention par rapport à l'expertise, c'est qu'elle n'est pas transférable d'un domaine à un autre. Par exemple, une expertise restreinte en matière de cybersécurité peut être bénéfique, mais une expertise informatique très générale ne suffit pas à conférer des avantages ou des bénéfices réels en matière de cybersécurité. En plus, souvent, ce phénomène est combiné à l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais qui fait que les individus surestiment souvent leurs compétences par rapport à leurs performances objectives. Et donc, tout cela peut amener à un excès de confiance de l'utilisateur, donc un risque accru de tromperie. Facteur de vulnérabilité suivant, il concerne les variabilités sociodémographiques. Alors là aussi, on va combiner différents critères sociodémographiques qui sont les auteurs ont repéré des combinaisons qui étaient plutôt significatives. Donc, ça concerne les femmes et les hommes plus âgés et instruits, mais qui ont été déjà victimes d'attaques de phishing dans le passé, qui seront moins susceptibles d'être à nouveau victimes d'attaques. Dans une autre publication, ils ont mis en avant un effet positif des années d'éducation. Et également la combinaison entre l'âge et la connaissance préalable de l'hameçonnage. Et enfin, ils ont mis en évidence que les jeunes adultes, donc là c'était assez précis, en 18-25 ans, avaient une probabilité plus forte d'être victimes de hameçonnage. Alors, en ce qui concerne par contre la différence culturelle, culture c'est au sens national, hein, c'est pas culture d'entreprise. Alevi, dans leurs études, Alevi et Hall, ont montré que les différences culturelles n'affectaient pas significativement les comportements en matière de cybersécurité. Après, c'est une étude, donc ça reste à étudier et à approfondir pour être concluant. Enfin, les quelques recommandations ont été formulées dans les études. Je vais essayer de les classer un peu par thème. Donc, on a des recommandations de sensibilisation qui vont aider à expliquer la nécessité pour l'internaute de se protéger, d'éviter des comportements à risque lorsqu'il va effectuer des transactions financières sur Internet. Il faut savoir quand même que certains auteurs aussi ont formulé, ont expliqué que la sensibilisation devait être faite avec aussi d'autres moyens de prévention, sinon elle était inefficace. Voilà. Concernant l'efficacité de la formation, donc il y avait des recommandations qui consistaient qui préconisaient de prédire quel déterminer dans une organisation quel profil de personnalité était le plus exposé à l'ingénierie sociale, qui suggère ensuite, pour suggérer ensuite des scénarios adaptés, personnalisés pour la formation. Une autre préconisation qu'on a déjà vue là, c'était faire des formations qui vont mixer des enseignements de connaissances conceptuelles et de connaissances procédurales. Donc, il va avoir un impact positif sur l'auto-efficacité des utilisateurs, donc la capacité à gérer des événements inattendus.
Un troisième point, c'était de se concentrer davantage sur l'amélioration de la qualité de l'attention initiale qui est portée au courrier électronique. Effectivement, c'est le fait d'apprendre, quand un utilisateur va traiter un message, de prêter attention à des éléments clés, hein, comme l'adresse email, par exemple. Et enfin, c'était le quatrième point, oui, c'était former les salariés sur la compréhension des mécanismes psychologiques que je vous ai un peu présentés, qui vont qui sous-tendent notre exposition et notre vulnérabilité aux cyberattaques. Sur un autre thème, des auteurs proposaient de développer un outil de formation qui, dans laquelle les utilisateurs vont jouer un rôle dans une boîte de réception de courrier électronique simulé et se voient présenter plusieurs scénarios différents. Donc, ils vont être exposés à plusieurs types de courriers d'hameçonnage. Ils peuvent expérimenter les résultats des réponses et ça va permettre d'avoir une éducation par l'expérience, hein, on a montré que c'était significatif pour diminuer la vulnérabilité et ça va aussi améliorer leur auto-efficacité. D'autres recommandations visaient l'adaptation des outils de sécurité. Donc, le but, c'est de développer des outils de sécurité pour les employés en fonction de plusieurs caractéristiques personnelles, hein, peut-être intégrer des données sociodémographiques, peut-être des données de personnalité. Et un peu sur le même thème, fournir des recommandations pragmatiques pour développer des informations centrées sur l'utilisateur pour contrecarrer les attaques de phishing. Et une dernière recommandation, c'était d'améliorer la perception des outils de détection d'hameçonnage pour que les utilisateurs en voient l'utilité et l'utilisent de la façon la plus efficiente possible. Ah, on a une question, merci Lucia. Des 3 types de risques envisagés au départ, intentionnels, non intentionnels, laquelle est la plus répandue en entreprise? Alors j'ai pas la statistique, mais je pense, heu, là je me baserai plus sur les chiffres, que j'ai affichés, sur la slide d'avant, que c'est plus sur des non intentionnels, que la menace va se porter, principalement. Et j'ai mis mon mail là, donc si vous avez des questions, un peu plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je tenterai d'y répondre. Alors, un commentaire: «Étonné de voir que les 18-25 ans sont les plus victimes de phishing ou vol de données, alors qu'il s'agit de la génération numérique et qu'ils y sont sensibilisés». Oui, oui, Un mais commentaire de Philippe. ouais, on a vu que souvent, ce qui était assez significatif dans le fait d'être vulnérable, c'était le fait d'avoir, des connaissances et de l'expérience et l'expérience, heu, elle vient aussi avec l'âge, mais c'est vrai que ce sont quand même, je reconnais que ce sont des générations qui sont très connectées. Bon après il y a sûrement d'autres facteurs qui font qu'elles font peut-être moins attention à ce type de menaces. Merci. Je laisse la parole peut-être à Lucia si tu veux dire un mot? Oui, merci et merci beaucoup Florent pour cette présentation. J'avoue, je découvre beaucoup et je vois comment toute cette partie humaine elle commence vraiment à être prise beaucoup en compte, même si récemment, de ce que je comprends dans le domaine de la Ouais. cybersécurité. Donc, très intéressant. Je me permettais de prendre la parole juste pour rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure sur les formations à ces sujets. En Nouvelle-Aquitaine, la création récente du campus Cyber Nouvelle-Aquitaine pour la cybersécurité et la confiance numérique a pour but, entre autres, d'être un centre de réponse en cas d'attaque pour les entreprises, mais aussi de fédérer cette connaissance. Il est récent, il a été récemment instauré. Et avec Dynamique et ces cybercampus, on crée des liens pour pouvoir effectivement apporter des réponses, y compris en termes de formation.
sur ces sujets-là, soit par le biais de Dynamique, mais avec sûrement la contribution du Cybercampus. Donc, merci encore, Florent, pour ces thèmes qui nous, voilà, qui met en avant les côtés non seulement technologiques de ces questions et qui nous permet du coup de mettre en avant aussi les structures qui se préparent en Nouvelle-Aquitaine pour y faire face. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous. Oui, Est-ce Lucia, tu voulais que, reprendre la pardon parole? Alice, est-ce que du coup, Vas-y, puisque, vas-y. puisque personne, enfin voilà, sans prendre la parole aux autres, bien entendu, hein, mais du coup, je me permets, puisqu'il n'y en a pas encore une autre, Florent, je me rappelle une fois avoir participé à une conférence sur la question aussi cyber il y a quelque temps, et il nous montrait aussi la manière de, comment dire, se rapprocher des dirigeants d'entreprise, notamment quand ils voyagent à l'étranger. Et de les, comment je peux dire ça avec un mot, enfin les «arnaquer» entre guillemets. Donc, trouver les D'accord. moyens de mettre la pression sur eux pour qu'à leur retour, soient effectivement, collaboratifs et coopératifs dans la requête et la requête de données confidentielles de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu aussi dans les études, que tu as pu regarder dans la littérature? Alors, dans la littérature, là, on s'intéresse parce que là, vous parlez de, comment dire? De, manipulation, Oui, en relation mais pas par interpersonnelle, email. c'est ça? Oui, Ouais, voilà. d'accord. Oui, moi, la littérature, là, s'adressait plutôt aux manipulations, sur, des en ligne, soit par internet, soit par email mais c'est vrai que, enfin, les ressorts, les leviers, pour les relations interpersonnelles sont un peu identiques, hein. On va chercher à, je sais pas, c'est parce que le tableau que j'ai présenté, au début sur les stratégies d'attaque, elle se base sur des motivations profondes, des humains et elle fonctionne aussi, en situation, on va dire, réelle, heu, non virtuelle. Donc il est très possible d'utiliser, ces leviers, en relation interpersonnelle, ça fonctionne également, quoi. Avec, aussi, davantage de possibilités. Ce que je dirais, la différence, c'est peut-être, quand on est en situation réelle, donc en vis-à-vis, en face à face avec quelqu'un, il y a beaucoup plus de signes aussi, qui peuvent montrer, soit, qu'on peut utiliser pour essayer de détecter la tromperie ou soit que l'attaquant peut, utiliser pour, dire, améliorer son attaque ou pour, augmenter, la tromperie. Donc je dirais les leviers sont les mêmes, mais après, peut-être qu'en situation réelle, on utilise aussi des outils un peu, enfin des outils, c'est pas des outils, mais des, stratégies un peu différentes, voilà. Ouais. L'application des stratégies un peu différemment. D'accord. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, je comprends grâce à cette présentation que finalement les outils numériques, donc ce qui est par mail, par message, c'est aussi dangereux, voire peut-être plus, parce qu'on détecte moins ces comportements. Voilà. Ok, merci Oui, beaucoup. et il y a un point aussi que j'ai pas trop abordé, parce que il fallait pas trop non plus, prendre de temps, mais c'est vrai qu'aussi on a également, dans le traitement des emails ou dans le traitement des généralement d'outils d'informations numériques, on peut avoir des comportements d'habitude qui vont, générer aussi qui sont des comportements à risque, parce que, par exemple, ça peut annihiler les bienfaits d'une formation si l'habitude, c'est qu'on on va pas faire un traitement des informations, on va, faire des choses de façon, automatique et du coup, on va pas du tout, s'intéresser, au contenu, de l'email et cetera. On va juste le traiter. C'est et ça, c'est lié à des habitudes qu'on peut avoir et qui sont, très néfastes, enfin qui sont en termes qui nous rendent très vulnérables aussi. Merci beaucoup pour ça. Merci à tous, de vous être connectés. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter, que ça soit sur le sujet du webinaire ou sur le projet Dynamique
Et donc, comme, Réjeanne l'a mis dans le fil de discussion, le replay de cette session et les supports de présentation seront disponibles sur le site, de Dynamique. Encore merci à toutes et à tous.